Hermès vient de publier ses résultats pour le premier semestre 2026 et à première vue, ils sont assez impressionnants. 8,2 milliards de chiffre d'affaires sur la période, soit une croissance de 6%, ainsi qu'une marge opérationnelle incroyable de 41%. Et pourtant, le jour de la publication de ces résultats, Hermès a perdu 10% dans son cours de bourse. Alors pourquoi une telle sanction? Est-ce le signe d'un essoufflement de l'univers du luxe ou est-ce au contraire une opportunité d'achat pour un investisseur musulman de long terme? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo où on va essayer de décortiquer les résultats de l'entreprise et essayer de comprendre qu'est-ce qui a effrayé Wall Street ainsi que la bourse de Paris. Et on va essayer également de comprendre en quoi Hermès est vraiment une action à part et une entreprise à part dans l'univers du luxe, Inch'Allah. Pour faire mes analyses, je m'aide de Halal Score, c'est l'application que je suis en train de développer pour aider les musulmans justement à investir en bourse de façon halal et trouver les meilleures actions au monde, Inch'Allah, et pouvoir tout suivre en bourse, voilà, comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, Hermès est une action halal. Voilà, je m'intéresserai pas à Hermès si elle n'était pas halal de base. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est bien une action halal. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau de son business model, qu'est-ce qu'il faut retenir? Principalement, elle va vendre des produits de luxe. Tout ce qui est produit de maroquinerie et de sellerie notamment, c'est quasiment la moitié de son chiffre d'affaires. Donc, on va retrouver notamment tout ce qui est sacs, bagages, petites maroquineries, etc. Donc voilà, vraiment, c'est ça le cœur de son business. Après, elle s'est diversifiée dans le temps avec par exemple tout ce qui est vêtements, chaussures et accessoires qui représente quand même quasiment un tiers de son chiffre d'affaires. On va également retrouver tout ce qui est articles de soie et produits textiles. On va voir quand même par la suite que c'est des produits voilà, qui font des belles performances quand même par rapport à l'entreprise. Donc c'est assez intéressant pour la croissance de l'entreprise. Ensuite, on a également tout ce qui est articles d'horlogerie et de produits de beauté. Donc voilà, bon, en ce moment, ça performe pas très bien, mais bon, c'est quand même des produits qu'elle cherche à vendre et développer. Et de plus en plus, elle va aller sur tout ce qui est bijouterie, art de la table et tout ce qui est produits d'art de vivre. Donc elle est vraiment assez diversifiée par rapport à ses produits, même si encore une fois, on va dire la moitié de son chiffre d'affaires, le gros de son chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est maroquinerie. Il faut savoir qu'à fin 2025, l'entreprise possède environ 300 magasins dans le monde et le gros point positif par rapport à Hermès, par rapport à ça, c'est qu'en fait, elle a réduit son nombre de magasins, mais qu'elle arrive quand même à avoir une croissance qui est intéressante en bourse et de façon générale au niveau de son chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hermès, elle va aller capitaliser sur les clients qu'elle a déjà, donc des clients qui sont assez fortunés puisque Hermès est vraiment positionné sur de l'ultra luxe, c'est-à-dire qu'elle va aller viser des clients qui vont avoir un panier moyen qui vont augmenter dans le temps. Ce sont des clients qui sont très fidèles et qui en règle générale dépensent de plus en plus versus voilà des entreprises type LVMH ou Kering qui eux vont viser, en tout cas pour Kering, vraiment tout ce qui est client aspirationnel, donc tout ce qui est la personne lambda voilà qui va se faire un plaisir tous les 5 à 10 ans et s'acheter un sac à 5 000 € par exemple. LVMH est positionné on va dire à mi-chemin entre voilà Kering et Hermès, donc elle va aller taper un petit peu tout type de clientèle et Hermès est vraiment spécialisé et focus sur la clientèle ultra luxe. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'elle est très exposée à l'Asie, parce que comme on voit ici, donc elle a 42% de son chiffre d'affaires sur tout ce qui est Asie-Pacifique et 10% sur le Japon. Donc il y a vraiment la moitié de son chiffre d'affaires qui dépend de l'Asie. Et après, on a le reste qui est un petit peu réparti entre voilà, la France, l'Europe et les États-Unis principalement. Donc voilà ce qu'il y a à retenir par rapport à l'entreprise au niveau de son business model. Si ce type de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, de liker, partager et commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne, Inch'Allah, ça m'aidera beaucoup pour faire de nouvelles vidéos. Allez, on reprend. Ce qui est important de retenir notamment, c'est l'action de qualité, mais évidemment, il ne faut pas l'acheter à n'importe quel prix. Donc justement, on va regarder par rapport à sa publication de résultats, est-ce que c'est intéressant ou pas de l'acheter à ce prix, sachant qu'elle s'est effondrée de 10% le jour de ses résultats et de 30% depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir au niveau de sa publication en fait sur le deuxième trimestre 2026? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires est magnifique quand même parce qu'elle a fait l'exploit quand même de faire un chiffre d'affaires de 8,2 milliards sur la période. Donc c'est quand même la preuve d'une résilience quand même assez marquée au niveau d'un secteur d'activité qui est quand même assez cyclique et qui est axé vraiment sur ce qu'on appelle de la consommation discrétionnaire, donc c'est-à-dire que c'est pas des achats du quotidien qui sont nécessaires. C'est quand même intéressant parce qu'elle fait une croissance de plus 6%, même si c'est personnellement, je trouve que ça commence à s'affaiblir un petit peu. Moi, je préfère des croissances un peu plus élevées en bourse, mais c'est quand même une croissance qui est assez robuste étant donné le contexte. Comme je disais tout à l'heure au niveau de l'introduction, la marge opérationnelle est de 41%, c'est quand même une marge record pour ce type d'entreprise-là, donc ça veut dire qu'elle arrive à générer beaucoup de bénéfices, c'est-à-dire que son chiffre d'affaires, elle arrive à en garder quand même une grande partie au niveau de son résultat net. Et justement, ça se traduit également au niveau de ses free cash flow, donc au niveau de sa trésorerie. Pourquoi? Parce qu'elle a augmenté de 18% sur la période, donc elle a gagné 2,2 milliards de trésorerie sur la période, donc c'est quand même très très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ça qui peut être retourné aux actionnaires, que ce soit sous forme de versement de dividendes ou de rachat d'actions, même si l'entreprise ne fait pas énormément de rachat d'actions, elle pourrait le faire si son PER, son rapport qui a été pris en gros en bourse, serait amené à baisser, et du coup ça serait plus intéressant pour l'entreprise de pouvoir racheter ses propres actions pour pouvoir soutenir son cours de bourse, et c'est une façon indirecte de pouvoir rémunérer ses actionnaires.
Au niveau de sa trésorerie, ce qui est très intéressant quand même à retenir, c'est que elle a tellement de trésorerie, donc elle a quasiment pas de dette. En tout cas, sur la période, elle s'est pas endettée. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que elle a quand même placé sa trésorerie sur des comptes en banque ou des choses comme ça qui lui ont généré du riba. Donc voilà, sur le premier semestre 2026, elle a généré environ 160 millions de riba. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand même pour le calcul de la purification de ses dividendes, et ça on en reparlera juste après. Au niveau de son mode, donc c'est quoi? C'est le business model de l'entreprise. Est-ce qu'il est robuste par rapport à ses concurrents? Donc est-ce qu'elle a des avantages compétitifs vraiment qui la démarquent par rapport à ses concurrents? Et ce qu'il faut retenir sur la période en tout cas, c'est qu'elle a quand même des actifs intangibles et une exclusivité qui est vraiment caractéristique de sa marque. C'est-à-dire qu'il y a une énorme désirabilité pour ses produits, pour s'offrir des sacs tels le Birkin qui est assez connu. C'est d'avoir cet effet de désirabilité et de liste d'attente pour pouvoir continuer à réussir à faire du chiffre d'affaires et de la croissance sur le long terme. Sachant que tout ça, il y a quand même une perspective un petit peu d'évolution au niveau de ses volumes, sachant qu'elle a annoncé assez récemment l'arrivée en fait de son entreprise au niveau de la haute couture. C'est prévu pour janvier 2027. Ça va avoir un effet, quand on est sur de la haute couture, c'est quand même iconique. Ça augmente encore cet attrait en fait des clients pour la marque. Au niveau de son business model, donc on n'en a pas forcément parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vraiment une verticalité au niveau de sa production. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait tout en interne, que ce soit à partir du moment où elle achète sa matière première jusqu'à ce qu'elle délivre au client. C'est quasiment fait main, sur chaque étape, et c'est vraiment des savoir-faire qui existent depuis environ 200 ans. Donc voilà. Sachant qu'elle inaugure assez régulièrement des nouveaux ateliers pour pouvoir augmenter ses volumes, parce que comme tout est fait main et que c'est pas industrialisé, forcément qu'il faut qu'elle ouvre des nouveaux ateliers pour pouvoir augmenter ses volumes, même si elle peut pas le faire dans des capacités industrielles, comme par exemple LVMH. Donc, ce qui est intéressant quand même à savoir, c'est qu'elle a fait d'énormes investissements dans ces tanneries pour pouvoir sécuriser l'apport de ces matières premières et éviter en fait d'être impactée par tout ce qui est dégradation de l'élevage industriel, parce que par exemple pour tout ce qui est peau de crocodile, il y a une difficulté pour pouvoir accéder à des peaux de crocodile de qualité pour ces produits, sachant que chercher à avoir des matières premières qui sont un peu plus de qualité, sachant qu'Hermès a quand même, pour moi c'est quand même une zone grise par rapport à Hermès, c'est-à-dire qu'elle va chercher à utiliser des peaux d'animaux. Elle a quand même des due diligence pour s'assurer qu'il n'y ait pas de maltraitance animale par rapport à ça. Donc c'est des exigences qu'elle a par rapport à ses fournisseurs pour que les animaux soient bien traités. Mais c'est quand même une zone grise, parce que pour moi, il faut que le bien-être animal, c'est quand même important lorsqu'on est musulman. On cherche pas à investir dans des entreprises qui maltraitent les animaux. C'est pas forcément le cas d'Hermès, mais elle pourrait peut-être faire un peu plus d'efforts pour s'assurer que ce soit correctement suivi au niveau de ses fournisseurs et que, encore une fois, le bien-être animal soit respecté. Au niveau de sa dynamique géographique, alors ce qui est très intéressant sur la période, c'est qu'il y a eu une véritable surperformance de la zone Amérique, donc principalement aux États-Unis, avec une belle croissance à plus 15%. Ça a permis vraiment de compenser en fait tout ce qui s'est passé en Asie, parce qu'on a eu un ralentissement de la croissance. Bien évidemment que la guerre en Iran a eu un impact sur les chiffres de Hermès sur la période, mais il y a également une décélération assez marquée de la croissance au niveau de la Chine, parce que la Chine est avec des difficultés économiques qui lui sont propres, donc du coup forcément ça impacte également Hermès. Qu'est-ce qu'il y a à retenir maintenant principalement au niveau des peurs de Wall Street ainsi que de la bourse de Paris? Comme je disais, il y a l'effet de ralentissement de la croissance en Asie. C'est un ralentissement qui est assez persistant, puisque sur la période, il y a eu une croissance de seulement 2% au Japon, dans, on va dire, la Chine et l'Asie-Pacifique de façon générale. Donc on attend vraiment un rebond macroéconomique qui n'arrive pas encore. Donc on a des difficultés par rapport à ça, parce qu'encore une fois, Hermès est très exposé à l'Asie. Si la croissance diminue, en tout cas si la demande diminue à ce niveau-là, malheureusement l'entreprise ne va pas réussir à générer de plus en plus de bénéfices et elle risque de stagner, voire de diminuer dans le temps. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, la zone Amérique booste quand même la croissance, mais c'est quand même quelque chose à surveiller et à avoir en tête. Qu'est-ce qu'il y a également à retenir au niveau du premier semestre 2026? Eh bien, il y a l'effet sur le taux de change. L'impact du taux de change de l'euro par rapport aux autres monnaies, ça peut avoir un effet dilutif sur la croissance. C'est-à-dire que si le taux de change est trop négatif de l'euro par rapport aux autres monnaies, malheureusement, ça va impacter l'entreprise parce qu'elle aura moins de bénéfices par rapport à ça. Après, on a quoi? On a également tout ce qui est contraction des métiers périphériques, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est parfum, beauté, horlogerie. Ça n'a pas trop marché sur le premier semestre. Il y a quand même des inquiétudes par rapport à est-ce que l'entreprise va réussir à correctement continuer de se diversifier, ou est-ce qu'elle va continuer à être très, entre guillemets, monoproduit et pas réussir à se diversifier correctement, encore une fois, sur le moyen long terme.
Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir en tant qu'investisseur musulman? Eh bien, on a tout ce qui est suivi des règles de la Wi-Fi. Encore une fois, on va checker si le statut est toujours halal. Bon, bien sûr, dans ce cas, c'est bien le cas, l'entreprise est bien halal comme on l'a vu tout à l'heure. Au niveau de son chiffre d'affaires impur sur la période, je n'ai pas constaté de chiffre d'affaires qui soit impur, sachant que le seuil maximum autorisé, pour rappel, c'est 5%. Après, comme je disais, tout ce qui est fait, utiliser les peaux d'animaux et le bien-être animal, c'est quand même quelque chose à surveiller, ce que j'appelle pour moi une zone grise. Donc après, c'est tout à chacun de surveiller ça et de s'assurer que l'entreprise n'a pas un impact malheureux sur le bien-être animal. Ensuite, pour tout ce qui est ratio au niveau du riba, donc encore une fois, le seuil maximum autorisé, c'est 33% de la capitalisation boursière de l'entreprise. Dans ce cas précis, Hermès a généré sur la période 160 millions de riba, donc ça représente environ 1,95% de sa capitalisation boursière. Concernant sa dette, on a pas de dette comme je le disais tout à l'heure, en tout cas sur la période. L'entreprise, c'est vraiment une vision très long terme qu'ils ont et ils cherchent à faire de l'autofinancement avec leur trésorerie. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de sujet. Alors, qu'est-ce que je pense d'Hermès précisément? Alors pour moi, c'est une action qui reste de qualité, c'est-à-dire qu'elle a des très beaux ratios financiers et un business model qui est très résilient. Sur le long terme, je m'inquiète pas trop pour Hermès. Le seul hic, on va dire pour moi, c'est quoi? C'est la croissance d'un côté d'Hermès versus son PER en bourse, c'est-à-dire son rapport qualité-prix. Pour moi, c'est un avis personnel et bien évidemment, faites toujours votre propre recherche avant d'investir en bourse, Inch'Allah. Et pour moi, étant donné la croissance qui a quand même pas mal ralenti versus le prix et la valorisation à l'heure actuelle qui est quand même assez généreuse, pour moi, il faut faire attention au dossier. C'est-à-dire que si vous l'avez en portefeuille, c'est pas forcément le moment de vendre pour moi, bien évidemment, à suivre sur le long terme, Inch'Allah, pour voir si la croissance repart, même si j'ai un doute par rapport au fait que la croissance puisse repartir à des niveaux qu'on a connus, par exemple, lors de l'après-crise Covid, ou en tout cas sur les 10 dernières années, qui étaient quand même des périodes qui étaient très favorables au luxe. Après, par exemple, si le prix de l'action s'effondre encore plus, ça sera peut-être intéressant de venir sur le dossier parce que je pense que c'est vraiment une action qui est intéressante sur un patrimoine de long terme. Donc c'est à vous de faire votre choix en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement, tolérance au risque et si vous voulez, entre guillemets, prendre le risque ou pas d'acheter Hermès à ce prix-là. Moi, personnellement, à ce prix-là, je n'achèterai pas, je ne la vendrai pas forcément non plus. Je serai plutôt en mode surveiller l'entreprise pour voir qu'est-ce que ça donne si, par exemple, d'un côté, la croissance repart ou de l'autre, si le prix de l'action baisse encore suffisamment pour que ça soit intéressant pour avoir un bon point d'entrée pour un investisseur de long terme. Voilà, c'était tout pour Hermès. Et si toi aussi tu as envie d'investir en bourse de façon halal et pouvoir faire toi-même tes propres analyses d'actions de façon autonome, j'organise justement ce dimanche à 18h30 une masterclass gratuite pour justement décortiquer tout ça sur l'investissement en bourse halal de A à Z lorsqu'on est musulman. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me commenter le mot masterclass sous cette vidéo et je t'enverrai le lien pour t'inscrire, Inch'Allah. Merci beaucoup, barakallahu fik.